Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à la QVCT, les 10 questions clés pour réussir sa démarche en 2025. Nous allons démarrer par un petit tour d'intervention ou d'intervenants. Donc je vais passer la parole à mes collègues Elisabeth et Damien. Bonjour, donc Elisabeth Taillard, chargée de mission à l'ARACT des Pays de la Loire. Bonjour à toutes et à tous, Damien Granier sur Clermont-Ferrand et donc chargé de mission à l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes. Merci, et donc Pascal Héret, chargé de mission à l'ANACT sur les questions de QVCT. Alors, peut-être... Voilà. Peut-être une petite présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail avant de vous présenter le webinaire et son déroulé. Donc l'ANACT, c'est une agence publique qui a pour mission d'améliorer les conditions de travail en agissant notamment sur l'organisation du travail et la relation professionnelle. Et a la particularité d'être un établissement qui est administré de manière tripartite, à la fois par les partenaires sociaux, côté salarié, côté employeur, mais aussi par l'État. Et globalement, l'organisation, elle se structure autour d'un siège national à Lyon et de 16 agences en région dont nous avons 2 représentants aujourd'hui. Le webinaire, peut-être quelques mots d'introduction sur le webinaire et ses objectifs. Il est sur effectivement la récente parution d'un DQS consacré à la QVCT. Et l'idée, c'est de vous présenter les points clés de ces différentes questions, de ces 10 questions, et puis en même temps de pouvoir illustrer un petit peu autrement la manière dont on peut parler de cette démarche QVCT à travers les 10 questions. Peut-être aussi avant de démarrer, le propos de revenir aussi sur ce DQS, puisqu'il a un historique. Et la question, c'est aussi pourquoi un DQS sur la QVCT maintenant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une dizaine d'années, en 2016, il y avait eu un DQS sur la QVT, et que depuis, vous n'êtes pas sans savoir que la QVCT est arrivée en 2020. Avec un accord des partenaires sociaux, un accord national interprofessionnel qui a débouché sur la QVCT qui a elle-même intégré le Code du travail. Et puis au-delà de ça, ce qui était aussi pour nous important de formaliser et de partager, c'est les évolutions dans la manière dont le réseau, dans l'ANACT, a aussi, à travers ses différentes expériences et interventions, consolidé, fait évoluer ces approches telles qu'elles pouvaient être présentées en 2016. Donc tout ça a donné lieu effectivement à ce DQS qui vient en même temps compléter le référentiel QVCT qui lui-même qui a été publié il y a à peu près 2 ans et que mes collègues vous feront aussi partager, dont les collègues me feront partager le lien dans le chat ensuite. Alors sur le déroulement du webinaire, on va présenter les choses à 3 voix. Et les 10 questions, on va vous les présenter, vous allez voir, autour de 3 blocs, de 3 ou 4 questions pour partager avec vous les points clés de ce qu'on porte dans ces 2 questions. De ces différentes questions. Et surtout, n'hésitez pas au cours du webinaire à poser des questions, voire à faire des commentaires ou des remarques sur ce que vous vivez aussi à travers des démarches QVCT ou la QVCT que vous pouvez déployer dans vos entreprises ou dans vos structures. Voilà, donc sans plus attendre, on va démarrer. Je vais passer la parole à Elisabeth qui va commencer à vous parler de ces premières questions. Elisabeth, à toi. Oui, merci. Éventuellement, Pascal, tu pourrais passer la première diapositive dans laquelle on va voir les 3 questions auxquelles je vais tenter de répondre. Donc, la QVCT, pardon, de quoi s'agit-il? Pourquoi s'engager dans une démarche QVCT et comment se préparer? Alors, la QVCT, de quoi on parle? Pour nous, une démarche qualité de vie et des conditions de travail, c'est un appui pour améliorer le travail au quotidien, le travail du quotidien et accompagner les transformations dans de bonnes conditions, ce qu'on appelle nous de bonnes conditions, c'est-à-dire selon les 3 dimensions de la QVCT sur lesquelles je vais revenir un tout petit peu plus tard. Toujours de quoi s'agit-il? On aborde les fameuses mesures périphériques qui pour nous ne sont pas à confondre avec la QVCT. En fait, les mesures périphériques pour nous ne traitent pas du travail, ce sont des mesures complémentaires qui peut-être contribuent à la satisfaction des personnes, mais qui ne régleront pas, qui ne traiteront pas des questions d'organisation, de parcours professionnel, d'exposition aux risques professionnels par exemple.
Si je donne l'exemple d'un cycle de travail qui fait moins de 2 secondes, qui mobilise les articulations en les hyper sollicitant, une appli bien-être par exemple, ne fera pas bouger la durée du cycle de travail et ne réduira pas l'hypersollicitation des articulations. Voilà notre propos sur ce sujet-là. Tu peux passer, voilà, merci Pascal. J'ai évoqué juste avant les 3 dimensions de la QVCT. Si je commence par les ambitions, pour nous, il s'agit bien de construire d'une manière conjointe, direction, représentant des salariés s'il y en a ou salariés, une organisation du travail qui va être favorable à la santé des personnes et à la performance globale de l'entreprise. Globale, c'est-à-dire pas uniquement financière et gestionnaire, mais aussi économique, environnementale, sociale, etc. C'est aussi dans nos ambitions donner à chacune et à chacun la capacité de s'exprimer et d'agir sur son travail pour contribuer à plus de coopération, développer les compétences, donner plus de sens au travail, identifier et mettre en œuvre des solutions qui seraient plus adaptées. Mais c'est aussi dans les ambitions améliorer bien sûr le travail d'aujourd'hui, mais aussi la capacité à faire face aux évolutions de demain par les apprentissages qui pourront être faits dans le cadre de cette démarche qui sera mise en œuvre selon ces 3 dimensions. Pour ce qui est des sujets, je ne vais pas trop développer parce qu'ils sont connus. Par contre, ce que je peux en dire là maintenant, c'est qu'on peut entrer par un sujet et que cette entrée-là peut contribuer dans les actions qui vont être mises en œuvre aux autres sujets, qu'ils sont complémentaires et qu'il ne s'agit pas systématiquement d'agir sur tous les sujets en même temps. Dernier point dans ces 3 dimensions, non pas encore. Les principes et les méthodes qui sont à adapter au cas par cas, merci Pascal, c'est l'engagement conjoint de la direction, des salariés et de leurs représentants quand il y en a, pour pousser, animer et faire vivre cette démarche. La mise en place et la mobilisation d'espaces de discussion sur le travail, de façon à identifier collectivement les difficultés rencontrées et rechercher toujours collectivement des solutions. Et par ce travail collectif et ces solutions identifiées, une expérimentation concrète avec l'implication des salariés et du management. Pour nous, une démarche QVCT qui n'embarque pas le dialogue social, les salariés, qui n'embarque pas le dialogue professionnel, qui ne tient pas les enjeux de santé et de performance, qui n'expérimente pas, ce n'est pas une démarche QVCT. C'est peut-être une conduite de projet, mais pas QVCT. Merci Pascal, tu peux passer. Voilà. Pourquoi s'engager? Alors, on va s'engager parce qu'on veut conduire un projet d'une certaine manière, parce qu'on est convaincu des principes et des ambitions, aussi parce qu'on veut peut-être répondre à une obligation réglementaire. Quand on parle d'enjeu, on peut dire que c'est ce que l'on met en jeu, ce qu'on peut gagner ou ce qu'on peut perdre. Identifier des enjeux communs, direction, salariés ou leurs représentants, va permettre d'aborder et de tenir ces enjeux ensemble, que ce soit des enjeux plus stratégiques ou des enjeux plus opérationnels par le prisme du travail et de ses conditions de réalisation. Tu peux passer la diapo suivante, Pascal. Merci. Voilà, vous retrouvez ce graphisme dans le DQS. Pour illustrer ça, si je prends l'exemple d'un établissement médico-social, l'introduction d'un outil numérique pour répondre à la RGPD, qui sera plutôt un enjeu stratégique, va modifier les manières de travailler et donc répondre à des besoins d'enjeux plutôt opérationnels. En s'appuyant sur les professionnels et les situations vécues, la démarche QVCT va être l'occasion de construire collectivement une organisation différente qui va répondre aux 2 enjeux et de nouvelles manières de faire qui vont permettre de tenir les différents enjeux. Voilà. Et pour répondre à la dernière question, comment se préparer? Il s'agit de repérer à la fois les dimensions qui vont être favorables et aussi d'identifier les difficultés. Alors, c'est toujours une identification de manière collective pour analyser et s'appuyer dessus quand il s'agit de dimensions favorables, mais aussi pour trouver les moyens de les dépasser quand il s'agit de difficultés identifiées. Et là, ce qu'on propose, c'est de se poser un certain nombre de questions sur les sujets suivants. Quels sont les intérêts communs entre direction et salariés? Alors, salariés ou leurs représentants, idéalement. Est-ce qu'il y a une volonté partagée? L'objectif étant de répondre à tous les acteurs
en termes d'enjeux, en termes de besoins? Est-ce qu'on est au moment opportun? Quelles sont nos contraintes et nos opportunités en termes de conjoncture, en termes d'autres projets qui sont conduits? En termes de méthodologie, en termes de conduite de projet, est-ce qu'on a les compétences internes? Est-ce qu'il faut aller chercher des compétences externes? Est-ce qu'on dispose de moyens? Est-ce qu'on peut en mobiliser? Est-ce qu'on a la capacité à mobiliser des moyens, du temps, éventuellement des éléments financiers? Quelles sont nos relations de travail? Quel est notre dialogue social pour faciliter ce travail collectif et ces échanges? Est-ce que dans notre structure, on a la capacité à expérimenter? Est-ce qu'on a la capacité à mobiliser les salariés pour qu'ils puissent s'exprimer et agir sur leur travail? Est-ce que les managers pourront avoir du temps dégagé pour pouvoir soutenir les salariés, éventuellement animer des espaces de discussion sur le travail? Et puis, quel est leur intérêt sur la question du travail réel, mais aussi sur quoi sont-ils évalués? Est-ce que c'est uniquement sur des questions financières ou gestionnaires, mais ou aussi sur le soutien et comment ils peuvent accompagner leurs équipes? Voilà pour ces 3 premières questions. Maintenant, je passe la parole à Damien, qui va vous proposer des illustrations un peu plus complémentaires sur ces questions-là. Merci Elisabeth. Merci Elisabeth, effectivement. Alors pour illustrer, alors c'est peut-être pas la diapo, c'est peut-être pas la bonne diapo, puisqu'on va, mon illustration reviendra sur notamment les 3 questions qui ont été présentées par Elisabeth. Vous illustrez en fait le fait que dans une structure, comment ça peut se représenter, le fait de partager en fait des éléments de repère, partager en fait un langage et un vocabulaire commun sur la QVCT qui est primordial, et peut-être vous illustrer par le biais d'une intervention que je mène actuellement dans une structure du secteur médico-social, que nous aurons d'ailleurs le plaisir d'avoir comme témoignage lors d'un prochain webinaire qui sera organisé le 11 juin, nous y reviendrons à la fin de ce webinaire, et qui a fait le choix de se dire, avant de se lancer dans une démarche QVCT, il y a un enjeu primordial de se mettre d'accord sur ce qu'est la QVCT de manière collective. Et donc le choix de cette structure, d'avoir 2 jours de formation, 2 jours dans lesquels tout le comité de pilotage paritaire de cette structure, donc à la fois les membres de la direction, à la fois les élus, représentants du personnel de cette structure, mais aussi les cadres, ont bénéficié de 2 jours de formation de l'ANACT pour se dire, c'est quoi la QVCT? De quoi parle-t-on? Quels sont les outils et méthodes qui seront mobilisés dans une démarche QVCT? Et donc c'est extrêmement important de pouvoir partager un langage et un vocabulaire commun sur la QVCT avant de se lancer. Deuxième élément d'illustration pour notamment illustrer cette question d'engagement, cette question de mobilisation des acteurs tout au long de la démarche, le choix de cette structure aussi de passer par la formalisation d'un accord de méthode sur la QVCT qui permet de tracer l'engagement et, on va dire, la route que va prendre la démarche QVCT tout au long des prochains mois et de l'année 2025, mais aussi de l'année 2026, et de se dire que ça, on le formalise dans un accord, on formalise ça, et on se dit qu'on va passer par un questionnaire, on va passer par un baromètre, on va passer aussi par la mise en place d'espaces dans lesquels les salariés vont discuter du travail, vont discuter des dysfonctionnements, de ce qui est satisfaisant. Et le fait de se formaliser un accord de méthode qui va permettre effectivement de se mettre d'accord sur les étapes, sur le calendrier, sur aussi la mobilisation d'un comité de pilotage qui se réunira à tel moment, va permettre aussi de se mettre d'accord sur l'engagement de la démarche et le fait que tous ces acteurs-là, que ce soit direction, représentants du personnel, cadres, vont pouvoir dédier du temps qui est clairement transcrit dans un accord de méthode et de se dire qu'il y aura telle réunion à tel mois, il y aura aussi des espaces qui vont être créés dans lesquels les salariés vont pouvoir parler de leur travail. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir s'accorder à la fois sur ce qu'est la QVCT, mais à la fois aussi sur l'engagement pris et les moyens et les temps dédiés consacrés à la démarche QVCT. Voilà. Voilà comme illustration, mais de toute façon, nous reviendrons dans un prochain webinaire, comme je l'ai dit, de manière un peu plus précise sur comment cette structure s'est emparée et a mis en place cette démarche QVCT.
Merci Damien, merci Elisabeth. Donc on a prévu un premier temps là maintenant de questions-réponses. Donc quelques questions sont posées dans le chat. Avant d'y répondre, il y avait notamment une question sur le support. Oui, le support que nous utilisons actuellement et qui vous est présenté vous sera bien partagé. Donc là, il n'y a pas de souci. Alors ensuite, on avait deux questions qui étaient posées. Une première directement à Damien, je ne sais pas si tu peux y répondre, je ne sais pas si tu la vois, sur quel congé de formation sur la QVCT apparemment tu évoquais cette question-là du congé formation. Alors, je ne sais pas si c'est... J'ai pas forcément évoqué le ça. congé de formation en tout cas, mais peut-être repréciser le fait que la structure qui est accompagnée par moi-même en ce moment, c'est dit avant de se lancer en fait dans la démarche. On va former l'ensemble du comité de pilotage que l'on va initier à la QVCT. Et de se dire que du coup, il y a une quinzaine de personnes qui ont bénéficié d'une formation de l'ARACT pour se mettre d'accord sur ce qu'est la QVCT, mais se mettre d'accord aussi sur tous les outils, les méthodes et tout l'accompagnement qui peut être fait dans la démarche QVCT. Donc on n'est pas plutôt sur un congé de formation, mais en tout cas, vous dire que l'ANACT et les ARACT peuvent être en capacité d'animer des formations sur la QVCT au sein des entreprises. Merci Damien. Alors concernant le support, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nos webinaires là sur Webikeo, vous avez la possibilité de télécharger le support mais aussi le DQS directement en cliquant sur l'onglet Documents là, qui se trouve à droite en haut de votre écran. Donc voilà, une petite parenthèse logistique pour vous permettre d'avoir accès aux documents et répondre à la question de Sophie. Et pour répondre à la question de Greg qui demande ce qu'est une IQS, je fais l'hypothèse que dans nos propos, nous disons 10 QS à la place de 10 questions sûres et que du coup, le public a pu entendre IQS. Donc, nos excuses. On risque de recommencer à dire 10 QS à la place de 10 questions sûres. Je fais l'hypothèse que c'était l'objet de la question. Merci Elisabeth, c'est très clair. Je complète aussi, dans le chat, effectivement, on évoque effectivement, c'est pas le congé de formation, mais est-ce que cette formation a été prise sur le plan de formation effectivement de l'entreprise? Alors, je ne sais pas si c'était quel, mais en tout cas, c'est possible, puisque l'ANACT et les ARACT sont un organisme de formation et effectivement peuvent bénéficier de formations agrémentées aussi et référencées via Calliope. Une dernière question peut-être que l'on peut prendre, c'est quel temps d'attente a priori pour espérer être accompagné par l'ANACT ou l'ARACT? Je vous laisse répondre. Alors, ça va dépendre, pour ce qui est des ARACT, ça va dépendre un petit peu des programmes d'activité de chacune des ARACT. Pour rappel, nos cibles sont les TPE-PME du privé. On est un établissement public, on a une mission de service public avec des financements publics. Donc, quand on appuie une structure sur la QVCT, on va l'appuyer dans un certain cadre et pas nécessairement sur la totalité de la démarche qui est mise en œuvre. Le délai, ça va dépendre de la disponibilité des chargés de mission. Mais en général, quand il y a une sollicitation, on essaye de de reprendre contact avec la structure dans la dizaine de jours pour caler ensemble un échange et voir quelles peuvent être les modalités d'appui ou d'orientation. Parfait, merci beaucoup pour ces premières réponses. Alors il y a d'autres questions qu'on pourra reprendre dans le deuxième temps de questions-réponses qu'on a prévu plutôt en fin de webinaire. Je vais maintenant passer la parole à Damien pour passer à la deuxième question, enfin la deuxième séquence pardon, de présentation des questions. Et là je crois que tu vas nous parler de mise en œuvre concrète de la démarche, Damien. Merci Pascal pour la transition. Donc moi mon propos effectivement va se présenter sur les 4 questions que vous avez à l'écran du 10 questions sur la QVCT et qui représentent finalement les 4 phases que l'on prône à l'ANACT sur les démarches QVCT, à la fois la phase de lancement, de cadrage. Alors peut-être que tu peux changer de diapo. Effectivement, on a là sur ce schéma-là nos 4 étapes, à la fois l'étape de préparation, de cadrage et l'importance de structurer la démarche
avant de passer par une phase d'état des lieux qui va précéder effectivement une phase d'expérimentation. Vous voyez, effectivement, le terme est important. On ne va pas forcément parler de plan d'action, mais plutôt d'expérimentation. Et puis une dernière phase d'évaluation et de pérennisation. Donc mes propos vont se centrer effectivement sur chacune de ces 4 étapes. Alors Pascal, tu peux effectivement passer sur déjà la première étape. Il faut savoir qu'effectivement la démarche QVCT a vocation à s'inscrire dans la durée et que pour poser des fondations solides sur cette démarche-là, il y a nécessité de construire notamment ce qu'on a, nous, défini sur 5 piliers pour bien cadrer, pour bien structurer la démarche en amont. Premier pilier, c'est le fait de constituer un espace de pilotage qui sera paritaire, qui sera pluridisciplinaire, qui va suivre, qui va proposer, qui va valider, qui va arbitrer et qui va prendre des décisions tout au long de la démarche. Voilà. Et donc de s'accorder effectivement sur un calendrier de réunion de cet espace de pilotage paritaire, en sachant que cet espace, cette instance de pilotage ne se substitue pas ni aux instances de décision que l'on peut avoir au sein de l'entreprise, ni aux instances représentatives du personnel. Deuxième pilier pour bien cadrer la démarche, le fait de partager les objectifs et la vision de la démarche QVCT. Il est extrêmement important de pouvoir se poser la question de qu'est-ce qui justifie le lancement de la démarche et qu'est-ce qui fait quel objectif on va atteindre dans cette démarche. Quel objectif on va poursuivre dans cette démarche-là? Est-ce que c'est pour viser le fait d'améliorer l'attractivité de l'entreprise, de la structure? Est-ce que c'est le fait de pouvoir régler des problèmes d'organisation, régler des problèmes de relations? En tout cas, c'est de partager ces éléments-là, à la fois d'enjeux, d'objectifs et de vision de la démarche QVCT et de s'accorder ça de manière collective. Troisième pilier, le fait de définir le périmètre de lancement de la démarche et de se dire est-ce qu'elle est initiée sur toute ou partie de l'entreprise? Est-ce qu'elle va s'injecter à tous les niveaux de l'entreprise? Est-ce qu'elle va s'injecter à l'occasion d'un nouveau projet organisationnel qui va se mettre au sein de l'entreprise? Est-ce qu'elle va s'organiser au sein, est-ce qu'elle va être poursuivie suite à une problématique que l'entreprise n'a pas su régler, qui n'a pas pu être réglée, et donc se dire est-ce que effectivement c'est via un projet, via une problématique, ou est-ce que c'est sur tous les niveaux de l'entreprise? Donc vous retrouvez effectivement ces périmètres-là. Quatrième pilier, le fait d'installer la communication sur la démarche. Je ne vais pas être très long parce que ça fait l'objet d'une question à part entière dans le DQS, mais peut-être dire que pour être efficace et utile, cette communication doit s'effectuer au moment clé de la démarche. Par exemple, à la création d'un comité de pilotage, par exemple, à la fin de la réalisation de l'état des lieux, et de se dire qu'il y a un enjeu majeur à pouvoir communiquer à l'ensemble du personnel, à l'ensemble des salariés, des éléments sur la conduite de la démarche QVCT. Et enfin, dernier élément pour bien cadrer la démarche, bien la structurer, c'est d'organiser effectivement la poursuite de la démarche, et notamment l'état des lieux, et du coup se mettre d'accord sur les outils, sur les moyens qui vont être mis en œuvre dans l'état des lieux. Et se dire, on va passer par quoi pour réaliser cet état des lieux. Deuxième phase, effectivement cette phase d'état des lieux. Alors ça, vous avez effectivement un schéma qui montre les spécificités de cette étape. Alors vous voyez déjà qu'on ne parle pas forcément de diagnostic. Le terme est important, on parle plutôt d'état des lieux. Le diagnostic renvoie plutôt à quelque chose d'exhaustif. Là, l'idée, ce que l'on vous souhaite aussi vous faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas forcément chercher l'exhaustivité. Il faut regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne peut-être pas, et de se dire qu'il y a 2-3 objets qui pourront faire l'objet de chantiers d'expérimentation, qui pourront faire l'objet effectivement d'actions qui sont à mener dans la phase d'expérimentation. Et que pour réaliser cet état des lieux, on peut trouver tout un tas de modalités, de méthodes pour réaliser cet état des lieux, que ce soit le fait de passer par un questionnaire, un baromètre, le fait de passer par l'analyse de documents internes élaborés par l'entreprise, le fait d'analyser des indicateurs de santé, d'absentéisme, de faire l'inventaire d'actions qui ont été menées par l'entreprise, ou bien même de passer par des espaces que l'on va appeler des espaces de discussion sur le travail dans lesquels les salariés vont pouvoir s'exprimer sur le travail et ses conditions de réalisation et de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Voilà. Et donc ça, c'est extrêmement important.
Le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être de pouvoir combiner aussi ces modalités de réalisation et de ne pas rester sur une seule méthode et de passer peut-être par un questionnaire complété par des entretiens, des observations du travail ou même le fait de pouvoir ouvrir des espaces dans lesquels les gens vont discuter aussi du travail. Un autre élément, le fait que cet état des lieux est généralement mené en associant à la fois les salariés et les managers, idéalement au sein d'espaces de discussion sur le travail, dans lesquels les gens vont pouvoir s'exprimer. Dernier élément, et là on va passer sur la diapo suivante, s'il te plaît Pascal, c'est de se dire que le questionnement doit se réaliser sur la base des 6 sujets qu'a présenté Elisabeth tout à l'heure, sur lesquels je reviens aujourd'hui, les 6 sujets qui fondent la QVCT que vous avez à l'écran, et de se poser la question sur chacun de ces sujets, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui est satisfaisant, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui serait à améliorer, qu'est-ce qui n'existe pas et qui serait peut-être souhaité. Et de se dire, de partir peut-être d'une feuille blanche et de faire l'inventaire d'actions déjà qui sont réalisées sur chacun de ces sujets-là, mais aussi d'actions qui pourraient être réalisées, qui pourraient être améliorées et qui pourraient être souhaitées au sein de l'entreprise. Donc déjà, ce schéma-là peut être un formidable aussi outil d'état des lieux qui peuvent être pris par les entreprises. Troisième étape de notre démarche QVT, l'étape d'expérimentation. Alors vous voyez qu'effectivement on ne passe pas par le terme de plan d'action, mais plutôt d'expérimentation, puisqu'on considère que l'expérimentation permet, dans un cadre sécurisé, de concevoir, de mettre à l'essai un nouveau fonctionnement, une nouvelle manière de faire, et que cette mise à l'essai va être évaluée collectivement. On va évaluer collectivement les effets de cette mise à l'essai et on va pouvoir procéder à des ajustements. On va pouvoir aussi faire marche arrière et ajuster le nouveau fonctionnement, de nouveaux horaires de travail, tout un tas aussi, en tout cas, d'éléments qui vont être expérimentés sur le terrain. Je laisserai Pascal, effectivement, juste après, illustrer cette démarche-là, mais ça peut passer par, effectivement, plein d'ajustements. 2-3 éléments sur les bienfaits et l'avantage de passer par ce principe d'expérimentation. Premièrement, ça va permettre de transformer autrement en impliquant directement les acteurs concernés. Et ça, c'est extrêmement essentiel. Deuxièmement, le fait de passer par une expérimentation va sécuriser la transformation, puisque ça va autoriser le droit à l'erreur, le droit à l'ajustement. Ça va autoriser la possibilité de revenir en arrière. Et ça, c'est tout à fait sécurisant pour les acteurs dans l'entreprise. Autre élément, ça va favoriser l'innovation. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi oser sur des éléments, des problématiques d'organisation du travail ou même de relations. Et donc, ça va favoriser l'innovation. Et enfin, ça va renforcer aussi le pouvoir d'agir des salariés qui vont s'intégrer dans ce processus d'expérimentation qui donnera lieu à des éléments de transformation de l'organisation du travail. Voilà mes propos sur cette troisième phase d'expérimentation qui précède effectivement, en tout cas qui sera suivie de la phase que nous on va appeler la phase d'évaluation et de pérennisation. Cette quatrième phase-là est essentielle pour évaluer les réalisations, les apprentissages et les effets de la QVCT. Et dans cette étape-là, il sera extrêmement important de se projeter et d'ajuster les suites de la démarche, que ce soit au niveau de la conduite de la démarche. Est-ce qu'on va ajuster les rythmes de réunion? Est-ce qu'on va rapprocher l'instance de pilotage vers d'autres instances internes? Est-ce qu'on va renouveler tout ou partie des participants qui ont été mobilisés dans la démarche QVCT? Ou alors on va pouvoir s'ajuster au niveau du contenu et de la méthode de la démarche. Ça peut aboutir sur la formalisation d'un accord de fond sur la QVCT, ça peut aboutir sur le fait d'identifier de nouvelles expérimentations à mener, ou aussi de refaire une photographie, un nouvel état des lieux, en passant aussi par un nouveau baromètre, un nouveau questionnaire, ou de nouvelles manières de faire cet état des lieux. Enfin, l'enjeu sera d'ancrer de nouvelles pratiques dans le fonctionnement de l'entreprise, et pourquoi pas d'intégrer les salariés dans toutes les conduites de projets futurs, mais aussi de pouvoir pérenniser aussi ce que nous on appelle les espaces de discussion sur le travail au sein de chaque service, et de se dire, de renouveler aussi ces éléments-là et de les pérenniser au sein des organisations de travail. Voilà pour mes propos sur ces 4 étapes de la démarche
qui constituent quatre questions clés dans le fascicule. Merci. Merci Damien pour cette présentation que je vais compléter en essayant d'illustrer assez rapidement ce qui vient d'être dit. Peut-être un premier élément qui me semble important, c'est que si on peut remettre le schéma que vient de nous présenter Damien, c'est que là on a aussi, et c'était la volonté des partenaires sociaux, notamment quand ils ont intégré la QVCT, l'idée finalement d'une forme de souplesse ou d'adaptabilité de cette démarche-là. C'est-à-dire tout en respectant les principes qui sont posés dans ce que l'on porte autour des démarches QVCT, qui est défini par les partenaires sociaux, on peut aussi ajuster cette démarche au regard des enjeux, des moyens, de la taille de l'entreprise pour atteindre les mêmes résultats, mais selon des modalités qui peuvent être un petit peu différentes. Et juste pour illustrer, on observe notamment dans des plus petites entreprises, mais ça peut être aussi des PME, des comités de pilotage qui sont un peu plus allégés. C'est-à-dire qu'on sait bien que le pilotage, il est important parce que, comme le disait Damien, dans la phase de cadrage, il structure la démarche, il permet de partager les enjeux. Et autant dans une entreprise un peu importante, une grosse PME ou une plus grande entreprise, il y a des enjeux à mettre une diversité d'acteurs, d'acteurs du dialogue social, d'acteurs du dialogue professionnel, mais aussi avoir une représentation de différents métiers. On a aussi des cas d'entreprises où on a des petits comités de pilotage qui se réduisent à 2, voire 4 personnes et qui sont adaptés finalement au dimensionnement et aux enjeux de l'entreprise et sa capacité à porter la démarche. Les ajustements aussi, ils peuvent être autour de... parfois qu'on retrouve notamment dans des très petites entreprises où la démarche, elle est finalement portée par le collectif associant le dirigeant et les salariés. C'est ce collectif-là qui, tout au long de la démarche, va suivre finalement se dérouler ces étapes entre la préparation, le cadrage, l'état des lieux qui va être fait collectivement, l'expérimentation qui va associer aussi le dirigeant, alors tout ou partie des salariés. Mais on a moins cette distinction entre pilotage tel qu'il était présenté et espace de discussion. C'est un ensemble intégré parce qu'on s'adapte à la taille de l'entreprise. Et puis peut-être dernier ajustement qui me semble intéressant aussi de partager, que vous trouvez dans le schéma, c'est que lorsqu'on a des entrées par un projet ou un chantier qui a déjà été identifié dans l'entreprise, parce que souvent quand on démarre une démarche QVCT, il y a des éléments de diagnostic, il y a des éléments de compréhension des problématiques, voire parfois on a déjà identifié un chantier ou un sujet sur lequel on peut déjà passer à la phase d'expérimentation. Donc ça, c'est important aussi de le prendre en compte, tout en respectant les principes, ce qu'on porte autour de la démarche et qui ont été aussi évoqués par Elisabeth au démarrage. On peut à un moment donné avoir cette adaptation qui permet de rentrer aussi dans une approche QVCT de manière un petit peu ajustée. Deuxième élément, peut-être pour finir d'illustrer ce qu'évoquait Damien à travers un cas concret. Là, moi j'ai pu assister dans le cadre d'une action collective au suivi et puis au bilan d'une action qui concernait différentes entreprises du BTP. Et parmi ces entreprises, il y avait une entreprise d'une 50aine de salariés qui était spécialisée, en tout cas qui est spécialisée sur les questions d'installation de câbles électriques, de réseaux, de télécommunications pour des professionnels. Et c'est une entreprise qui est rentrée dans la démarche QVCT, si on reprend la première étape, autour d'une volonté finalement de travailler le volet social et organisation du travail de sa démarche RSE. Le tout aussi dans un contexte avec des enjeux, on va dire, anticiper d'attractivité, donc avec la volonté à un moment donné de travailler l'angle conditions de travail, amélioration des conditions de travail pour travailler cet objet-là, et qui du coup a structuré dans la phase 1, la préparation et le cadrage, un comité de pilotage, donc 50 salariés, un comité de pilotage avec 4 personnes, mais avec cette idée de 4 personnes qui représentent à la fois le point de vue des dirigeants de la direction et le point de vue des salariés. Donc on avait 2 représentants côté direction, et on avait 2 représentants côté salariés, dont un l'élu du CSE. Le COPIL a permis effectivement d'organiser la démarche et de lancer un état des lieux qui est intéressant là dans cette petite structure, ils sont une 50aine de salariés, une enquête autour de la QVCT avec un questionnaire papier qui a été passé dans l'entreprise et auquel à peu près 90% des salariés ont répondu. Et puis en complément, comme l'a évoqué Damien, un espace de discussion sur le travail qui a été mis en place et qui a permis de remonter un certain nombre de sujets et de problématiques dans l'entreprise.
Là, on est dans la phase d'état des lieux, et souvent à la phase d'état des lieux, comme l'évoquait Damien, on arrive effectivement à identifier plusieurs sujets qui font sens et pour lesquels direction, salariés sont prêts à un moment donné à s'engager. Et là, pour le coup, dans cette entreprise-là, le sujet qui a été choisi, ça a été le sujet de la communication. Mais pas la communication au sens communication externe, mais communication interne au service du comment bien travailler avec des enjeux de coopération, de coordination. Et ça a permis d'agir sur l'action à travers l'expérimentation de différents sujets. Un premier sujet, ça a été très simplement de revoir la manière dont étaient organisés les bilans de chantier qui, jusqu'alors, étaient des bilans plutôt faits par le chef de chantier. Collectivement, ils ont décidé de se dire que ce bilan de chantier, il devrait être fait collectivement par l'ensemble de l'équipe qui intervient sur le chantier. Donc il y a eu une réflexion collective associant chef de chantier et les salariés concernés pour construire les questions, les indicateurs, et du coup re-questionner le format même du bilan de chantier. Donc il y a eu un effet autour de la dynamique collective de travailler ensemble, de réfléchir ensemble sur des évolutions de fonctionnement, mais aussi des effets sur la manière dont ils pouvaient collectivement évaluer la qualité de leur chantier, les améliorations collectivement à opérer. Donc ils ont mis en place cette approche-là, effectivement, qui très concrètement permettait d'expérimenter. Merci. Oui, je vois. Juste peut-être pour terminer et pour finaliser, ce qui est intéressant, c'est que à la suite de ça, il y a eu derrière d'autres sujets d'expérimentation qui ont été menés. Comme le disait Damien, la phase d'évaluation et d'expérimentation la phase d'évaluation et de pérennisation permet, une fois qu'on a traité un sujet, d'aller sur un sujet supplémentaire. Voilà, donc c'était pour illustrer, mais vous le verrez, et ça fait le lien avec ce que disait Damien, le 11 juin, on aura 2 cas d'entreprise qui vous permettront directement de questionner les salariés, les dirigeants sur la manière dont ils ont travaillé. Et là, on rentrera beaucoup plus finement dans ces différentes étapes de la démarche. Merci Pascal pour cette illustration. Alors on va passer au dernier bloc de questions, notamment 3 questions qui vont être présentées par toi Pascal, donc je vais te redonner la main. Merci. Et qui seront illustrées ensuite par Elisabeth. Merci beaucoup. Alors là, ces 3 questions, elles sont dans l'EDQS. Vous avez la 3, la 9 et la 10. Et finalement, c'est un ensemble de questions qu'on a souhaité de traiter ensemble, parce que c'est souvent des questions qui ne sont pas complètement déterminantes a priori, mais qui très vite, lorsqu'on a une première expérience de la démarche, lorsqu'on la déroule, on se rend compte qu'elles sont importantes et que c'est important de pouvoir à un moment donné les mettre en évidence. La première, elle est autour de ce qu'on appelle dialogue professionnel et dialogue social. Vous avez ce schéma qui illustre finalement cette articulation. Et ce qui est important, c'est que finalement, la démarche QVCT, elle permet de valoriser et elle s'appuie sur ces 2 types de dialogue, c'est-à-dire dialogue professionnel que vous avez à gauche sur le schéma, qui est plutôt le dialogue quotidien entre direction, management, salariés. Il peut se travailler dans des réunions d'équipe, il peut se travailler dans des échanges bilatéraux, dans des échanges au sein de l'équipe plus ou moins formels, mais ce dialogue-là, il est extrêmement important dans la vie professionnelle, le travail, à la fois pour bien travailler, réguler d'éventuels dysfonctionnements et problématiques, et puis à côté, vous avez le dialogue social, qui est un dialogue institutionnel prévu par la réglementation et qui, effectivement, est présent dans les entreprises qui ont un certain effectif, puisqu'il faut avoir un effectif d'au moins 11 salariés pour, à un moment donné, avoir et installer un CSE ou un CSA si on est dans le secteur public. Et donc, la démarche QVCT, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que finalement, elle va, à travers l'instance de pilotage, décloisonner et mettre en lien ces 2 espaces de dialogue et du coup enrichir concrètement les pratiques autour du dialogue dans l'entreprise. Peut-être les impacts et les intérêts que l'on perçoit aujourd'hui à l'articulation de ce dialogue à travers la démarche QVCT, c'est que globalement, on voit bien que ça améliore la qualité des relations. C'est-à-dire qu'on apprend aussi à se parler et à se dire les choses dans l'instance de pilotage notamment, où chacun a une voix finalement, c'est-à-dire qu'on a la direction et on a les représentants du personnel ou les salariés, mais chacun finalement
a le même droit de parole et la parole de chacun a la même valeur. Et ça permet dans cet espace spécifique de pouvoir aussi se dire des choses qu'on ne se dit pas forcément ou de la même manière dans les espaces de dialogue social notamment. Et puis ça permet aussi de pouvoir globalement améliorer la qualité des discussions, puisqu'on on enrichit ce qui peut être discuté dans le dialogue social par ce qui se dit dans le dialogue professionnel et inversement. Et peut-être juste pour illustrer, on voit bien que sur la manière dont on peut discuter les périmètres de la démarche, quand on lance une démarche QVCT, le fait de pouvoir mettre autour de la table ces différents acteurs permet parfois, en partant, je ne sais pas, moi j'ai eu un cas dans une entreprise de presse où la direction portait plutôt la question du télétravail, et puis de l'autre côté, les représentants du personnel étaient plutôt sur les facteurs de risque. La mise en discussion dans l'instance de pilotage des enjeux de chacun a permis très vite de se rendre compte que derrière ces deux sujets, il y avait des sujets de collectif de travail, il y avait des sujets d'espace de travail, et qu'on voit bien que dans cette articulation-là, ça permet aussi de traiter autrement les sujets, parce que chacun arrive avec ses représentations, et ça permet de travailler une représentation commune qui devient enrichie. Et du coup, ça favorise aussi, derrière, une fois qu'on est d'accord pour se dire ce sujet-là, c'est un sujet qu'on doit porter, ça favorise aussi l'action commune derrière, et notamment le passage à l'expérimentation. Donc ce premier point sur le dialogue social et le dialogue professionnel que pourra aussi illustrer Elisabeth ensuite, c'est un élément socle et important et une vraie valeur ajoutée de notre point de vue de la démarche QVCT. Le deuxième sujet, que j'illustre pas là, à l'écran, mais qui touche à la communication dont a parlé tout à l'heure Damien, c'est effectivement quelque chose d'important, qui est important dans toutes les conduites de projet, et notamment quand on est sur des projets de transformation. Et a fortiori, la démarche QVCT n'échappe pas à la règle, mais c'est effectivement un élément important qui est souvent négligé parce qu'on est dans l'action, parce qu'on est pris effectivement par la démarche. Et donc c'est important, comme le disait Damien, de bien effectivement la penser dès le départ, et surtout de pouvoir adapter effectivement le format de communication à la pratique et aux pratiques de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes dans une entreprise, vous avez des modalités de communication via une gazette d'entreprise, via des canaux qui peuvent être aussi parfois de l'intranet, mais aussi à travers des différents espaces où à un moment donné la direction, le management peut effectivement s'adresser aux équipes. C'est comment on utilise ces canaux-là pour discuter et parler de la démarche QVCT. Donc c'est important de notre point de vue parce qu'on se rend compte à la fois que ça contribue à l'appropriation, à la réussite de la démarche dans la durée, que souvent aussi, on en a parlé un petit peu, les expérimentations, elles ne concernent pas tout le monde dans l'entreprise. Autant l'état des lieux peut concerner toute l'entreprise, mais ensuite on passe à une phase qui est une phase d'expérimentation où là, on va concerner un périmètre, peut-être un service, une équipe, un atelier, des professionnels en particulier, et que la communication permet aussi, au fil de l'eau, de continuer à partager ce qui se travaille dans le cadre de la démarche tout au long de celle-ci. Et puis, peut-être pour finir, sur cette question de la communication, on voit bien que souvent dans les démarches, le management il peut être un petit peu bousculé par les espaces de discussion qui amènent les salariés effectivement à pouvoir porter leur point de vue sur le travail, et que la communication c'est aussi une manière de remobiliser l'encadrement et de faire en sorte qu'elle soit pleinement impliquée et qu'il puisse porter la démarche QVCT. Et puis pour terminer, le dernier point, c'est la question de l'articulation de la QVCT à d'autres démarches. Ça, c'est souvent des sujets qui ne sont pas toujours identifiés en amont et qu'on découvre au fil de l'eau. Là, peut-être trois points rapidement, et on pourra y revenir dans les questions-réponses. Ce qu'on observe, nous, et en tout cas ce qu'on pose et ce qu'on a pu expérimenter, c'est effectivement que la démarche QVCT, elle s'articule bien, et elle vient en appui, elle vient en soutien de démarches qui sont déjà existantes ou de démarches qui peuvent à un moment donné s'installer dans l'entreprise. On a les trois exemples là qui sont des exemples assez classiques qu'on retrouve dans les entreprises. Donc c'est bien sûr tout ce qui relève de la démarche de prévention des risques avec laquelle la démarche QVCT a des atomes très crochus et des liens extrêmement forts, puisque l'objet commun c'est bien le travail et les conditions de travail. Mais c'est aussi les démarches QVCT où on voit que dans les démarches QVCT, les démarches qualité où parfois la démarche elle-même est un indicateur, est un critère qui est attendu
de la labellisation qualité, où parfois ce sont dans les thèmes tels que le management, tels que le développement des compétences, qui sont finalement des sous-sujets qui sont en lien avec les sujets que la QVCT peut traiter. Donc là, on a des articulations et un lien très fort qui peut se mettre en place. Et puis le dernier, c'est sur les démarches de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, où on voit bien là aussi qu'on a un point d'entrée assez classique qui sont les relations et conditions de travail, qui est un des axes des démarches RSE telles que prévues par les normes ISO en particulier, mais qu'au-delà de ça, ça partage aussi quelques points communs autour de l'approche globale, autour d'une démarche très articulée à la stratégie. Et ce qu'on observe très concrètement, c'est que les démarches QVCT viennent bien effectivement soutenir, alimenter, voire aller au-delà même de ce qu'on peut attendre initialement des apports de la démarche QVCT. Et ce qui se joue ensuite, et j'en finirai là-dessus, c'est effectivement les logiques d'articulation, voire parfois de fusion de démarches qui, à un moment donné, vont coexister dans leur pilotage, dans la mobilisation des outils et des méthodes que l'on va utiliser, qui vont permettre, à un moment donné, d'intégrer progressivement ces démarches-là. Je passe donc du coup maintenant la parole à Elisabeth pour compléter avec quelques illustrations. Merci. Alors, merci Pascal. Deux petites illustrations. Alors, tout d'abord, accorder la démarche QVCT avec d'autres démarches. Dans un EHPAD, il y a une première boucle, donc du cadrage jusqu'à la fin des expérimentations, au moment justement des questions de pérennisation. Il a été décidé d'intégrer le projet QVCT au projet qualité de l'établissement parce que dans les deux cas, on mobilisait les mêmes acteurs, mais surtout, on s'est dit que pour des questions d'économie, de temps, etc., ce n'était pas la peine d'avoir deux groupes différents. Et le projet qualité de l'établissement s'est enrichi des principes et méthodes de la démarche QVCT. Et ils ont enrichi leur comité de pilotage de façon à ce qu'il soit paritaire. Ils ont intégré les étapes de la démarche QVCT pour conduire leur projet qualité. Et ils ont aussi mobilisé les espaces de discussion sur le travail dans la manière d'animer leur groupe de travail habituel. Et puis, autre illustration autour du dialogue social et du dialogue professionnel. Donc là, c'est plutôt un retour d'expérience que je vous partage. Établissement du secteur médico-social toujours. On est dans une structure avec un comité de pilotage paritaire représenté par la direction, une personne métier et un membre du CSE. Et dès l'instance de pilotage, mais aussi dans la suite du pilotage, il y a eu la mise en œuvre d'espaces de discussion sur le travail, donc soit parfois entre pairs dans le cadre d'un groupe de travail plus opérationnel, soit dès le niveau de l'instance de pilotage. Et ce que les gens expriment en retour d'expérience et ce qu'ils ont appris à mieux faire ensemble, c'est comprendre le rôle et les attentes de chacun. C'est qu'un comité de pilotage paritaire, ça renforce l'écoute et le respect, et qu'ils avaient fait le constat de difficultés partagées avec la direction et les salariés, et parfois les mêmes préoccupations. Et aussi que ce comité de pilotage paritaire, au-delà de la meilleure écoute, du meilleur respect, ça permet d'élaborer ensemble des plans d'action plus efficaces. Voilà le retour d'expérience sur ces questions-là. Pascal, oui. Il n'y a pas le son, Pascal. Le son. Alors. C'est bon, vous m'entendez? C'est bon, on t'entend. Ok, voilà, je te remercie pour ces compléments. Et là, on passe à la suite avec une petite question qu'on souhaite vous poser, et vous pourrez utiliser le chat pour y répondre, et qui fera le lien avec le prochain webinaire. Après, on aura un temps de questions-réponses, bien évidemment. Et la question qu'on a envie de vous poser, c'est-à-dire qu'on vous a présenté là un DQS avec 10 questions, et bien évidemment, on n'en a abordé que quelques aspects et vous pourrez voir l'ensemble du détail sur le document en tant que tel. Mais on voulait savoir si on devait imaginer une Q11, c'est-à-dire si les thèmes qu'on a abordés finalement sont notre vision de tout ce qu'on peut porter, partager autour de la QVCT. S'il devait y avoir une Q11, laquelle vous imagineriez? Et du coup, on est preneur de vos propositions dans le chat avec l'idée que les propositions que vous nous ferez
On essayera, pour une ou deux au moins, d'y répondre lors du prochain webinaire qui aura lieu le 11 juin prochain. On vous parlait du 11 juin avec le témoignage de 2 entreprises. Donc ce sera un temps fort de ce webinaire avec un lien direct avec des acteurs qui ont expérimenté, qui expérimentent encore, qui innovent sur la QVCT. Mais on aura aussi un petit temps préalable de partage autour de ce qui vous semble devoir peut-être être précisé, complété autour de la QVCT en complément des 10 QS tels qu'on a commencé à vous les présenter aujourd'hui. Merci Pascal pour la présentation. Donc n'hésitez pas effectivement de réagir dans le chat. On va profiter des 10 dernières minutes qui nous restent pour répondre aux questions que vous posez dans le chat. Alors moi, je peux peut-être démarrer par 2-3 questions que je vais regrouper autour de l'animation des espaces de discussion, puisque effectivement, vous posez des questions sur qui doit être l'animateur, est-ce que sa formation est-elle obligatoire, passe-t-on par des acteurs externes pour animer ces espaces de discussion, est-ce que ça doit se faire en interne? Alors 2-3 éléments de réponse. Moi, il me semble important déjà de dire que ces questions-là doivent être partagées en interne. Et il est extrêmement important de pouvoir, en amont, de mettre en place et d'animer ces espaces de discussion, de discuter de ces éléments-là, notamment dans votre instance dans votre instance de pilotage interne à la démarche QVCT, et de se poser ces questions-là, parce que ce n'est pas anodin d'arbitrer sur le fait que est-ce qu'on passe par un acteur tiers pour animer ces espaces-là? Est-ce qu'on passe par un acteur interne? Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Si on passe par un acteur interne, c'est qui? Est-ce que c'est effectivement l'appui? Est-ce que c'est le relais d'un manager? Est-ce que c'est un manager qui va animer ça? Est-ce que d'ailleurs est-ce que c'est une personne seule? Passe-t-on peut-être par un binôme? Un représentant, direction, cadre, ou est-ce que c'est un représentant, un élu? Vous aurez le témoignage le 11 juin prochain d'une structure qui a fait le choix de l'animation de ces espaces par d'autres acteurs, ni direction, ni cadre, ni élu, pour effectivement animer ces espaces-là. Donc voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de poser le cadre en amont, de poser des règles et de se dire aussi que ça ne va pas de soi. Il faut avoir effectivement une bonne posture pour animer ces espaces-là, avoir une posture de facilitation pour pouvoir faciliter l'expression des salariés et de pouvoir aussi cadrer dans le temps ces espaces-là. Voilà. Et donc là, voilà, il y a plein d'exemples que l'on a. Plein de témoignages aussi d'entreprises que l'on peut avoir. L'important, c'est de partager en amont ces éléments-là. Ok, merci Damien. Moi, je peux peut-être répondre effectivement à 2 questions là, que j'ai vues dans le chat également. La première, c'est sur le temps et l'érosion, finalement, et le risque à un moment donné que la démarche ne perdure pas. Je dirais que de ce point de vue-là, ce qu'on observe, que les démarches QVCT, elles n'échappent pas à la règle, c'est-à-dire que ce sont des démarches qui mobilisent et qu'effectivement, avec le temps, les choses peuvent être rendues plus difficiles. On le voit notamment dans le secteur médico-social où il y a un turnover important, où c'est difficile de maintenir une équipe, notamment en termes de pilotage investi pour porter la démarche QVCT. Et puis il y a des pratiques qui se perdent. Néanmoins, ce qu'on observe, il y a 2 cas de figure. Il y a des entreprises qui font une démarche one-shot, qui expérimentent, mais il en reste toujours des choses. C'est ça qui est intéressant autour de la discussion sur le travail. Damien en parlait sur les espaces de discussion. Donc ça amène d'autres manières, à un moment donné, de discuter des problèmes quotidiens en impliquant les salariés. Ça peut être aussi des éléments qui restent d'une expérimentation et on en garde aussi des traces quand on pense à nouveaux projets, nouvelle action. On ne la pense plus complètement de la même manière. Et puis vous avez des entreprises qui arrivent à maintenir dans la durée une démarche QVCT avec quelque chose qui, et la boucle qu'on vous présentait tout à l'heure, qui représente les 4 démarches, les 4 étapes de la démarche, vise à le présenter, à le schématiser. C'est que quand on est lancé dans une démarche QVCT, souvent,
les expérimentations amènent les expérimentations. Moi, j'ai notamment le cas d'une entreprise industrielle qui a été, qui s'est lancée dans la démarche QVCT plutôt des années 2014-2015, qui aujourd'hui continue à installer la démarche QVCT avec des projets. Il y a tous les ans un projet sur les sites de cette entreprise qui est impulsé sous l'angle QVCT. On ne refait pas un énième diagnostic parce que finalement l'expérimentation amène de l'expérimentation et amène des idées, de nouveaux sujets et de nouveaux projets. Et peut-être pour finir là-dessus, de se dire aussi que finalement les démarches se transforment. C'est-à-dire que vous avez créé un comité de pilotage. Avec le temps, on a une économie qui est un petit peu différente et on a moins de moyens où effectivement on peut s'essouffler. Et là, la démarche, elle va prendre une autre configuration où le pilotage, il va être parfois l'instance de dialogue social, soit le pilotage, il va être réduit où c'est moins de personnes qui vont continuer à piloter la démarche, ou alors pour finir, un responsable RSE, qualité, qui va intégrer dans sa mission le pilotage aussi de la démarche QVCT en veillant toujours à un moment donné à associer les salariés, la direction avec toujours cet esprit à un moment donné tel qu'il est impulsé dans la démarche. Donc on a ces différentes cas de figure qui peuvent aujourd'hui effectivement se présenter. Et peut-être peut faire le lien avec ce point-là, et juste pour finir, c'est la question autour des études et de ce qui, à un moment donné, permet de démontrer effectivement la réussite de ces démarches-là. Alors, il y a eu l'année dernière une étude de Cali Social qui montrait que les entreprises, effectivement, qui notamment s'impliquaient sur la QVCT, avaient des effets sur l'amélioration des conditions de travail et aussi globalement le bien-être au travail des salariés, l'efficacité et la performance de l'entreprise, et faisait référence notamment aux travaux de l'ANACT. On a, nous, de manière empirique, des résultats qu'on observe quotidiennement dans les entreprises qui s'engagent, même si elles tordent, elles ajustent la démarche telle qu'elle a été proposée. Et puis on avait aussi, les collègues de PACA avaient il y a quelques années fait une étude autour de l'ensemble des entreprises qui avaient été accompagnées et qui montrait bien que majoritairement, il restait un certain nombre de choses, des démarches. Alors, ce n'était pas toujours l'intégralité de la démarche dans la durée au bout de 2-3 ans, mais il y avait toujours un copil, il y avait toujours cette logique d'expérimentation, ce que j'évoquais tout à l'heure, des traces et des éléments de la démarche qui demeuraient dans la durée parce que, du point de vue des acteurs, ça avait fait la démonstration d'effets sur les salariés, les conditions de travail, mais aussi sur la qualité du travail au service des clients ou des usagers. Alors, je veux bien prendre la suite pour répondre à plusieurs questions. Très simplement sur Réflexe QVCT. Alors, il ne s'agit pas de se faire référencer quand on est consultant, mais juste d'aller sur la plateforme et de s'inscrire, de cocher la charte de déontologie de la plateforme. Voilà. La connaissance par les entreprises, alors on diffuse le plus possible, on en parle, le bouche à oreille. Voilà pour peut-être rapidement répondre à ces deux questions-là. Qui est à l'initiative d'une demande, les instances représentatives du personnel ou la direction? Alors, pour nous, ANACT, on ne peut pas aller dans une entreprise uniquement à la demande des instances représentatives du personnel, il nous faut l'accord de la direction. Mais ça peut être une IRP, enfin un élu qui nous sollicite, et dans nos échanges, on va lui demander de se mettre d'accord avec la direction pour qu'on puisse rencontrer les parties ensemble ou séparément, mais en accord et de manière transparente. Voilà pour cette question-là. Il y avait aussi quelqu'un qui disait « Mais si nous, élus, on ne souhaite pas participer ?» Alors, je mets en lien cette réponse-là avec une autre question qui a été autour de la confiance entre la direction et les représentants du personnel. Si vous, élus, vous ne souhaitez pas y aller, pour moi, c'est un indicateur d'un certain mode de relation sociale et de relation au travail. C'est un indicateur de où on en est dans l'entreprise, sur la confiance qu'il y a. Il me semble qu'il y a des questions à se poser autour de les raisons de pourquoi on ne veut pas y aller, quels sont les enjeux de la direction, quels sont les enjeux des représentants du personnel, de façon à voir si on est sur quelque chose qui est plutôt du registre d'un blocage ou si on est sur des questions liées à une histoire, un mode de fonctionnement et que ça peut se travailler pour essayer de débloquer la situation.
Là, tout de suite, c'était les réponses que j'avais en tête par rapport à celles que j'avais notées. Moi, je veux bien rebondir sur une question qui est comment évaluer les effets des actions QVCT, puisque euh, sur cette question de l'évaluation, alors à la fois des effets, mais aussi des principes mis en œuvre sur la QVCT, vous dire que durant cet été, nous allons lancer une démarche d'accompagnement euh, d'entreprise de manière totalement gratuite. L'idée est de vous fournir des outils que l'on vient de créer qui vont permettre d'évaluer ces principes et évaluer ces effets. Donc nous recherchons des entreprises durant cet été, donc n'hésitez pas à vous mobiliser et à candidater, qui seront intéressés à utiliser ces outils qui vont permettre d'évaluer les principes et les effets mis en œuvre dans les démarches QVCT. Et l'idée, c'est on puisse vous les transférer, on puisse vous accompagner dans la mise en place de ces outils-là pour, du coup, évaluer, pour faire un pas de côté sur votre démarche QVCT, faire le point et mesurer les effets que vous avez mis en œuvre au sein de votre démarche. Donc voilà, moi je rebondis un peu sur ça pour faire un peu de promotion de ce dispositif-là que nous aurons la chance avec Pascal d'animer à partir du second semestre 2025. Peut-être pour terminer, avant de prendre peut-être une ou deux questions et de conclure, n'hésitez pas, encore une fois, à répondre à l'invitation d'une Q11 qu'on pourrait imaginer et à laquelle on pourrait tenter de répondre le 11 juin. Moi, je voulais répondre à deux questions qui étaient évoquées. Il y a la question des moins de 10 salariés. Il y a alors, j'ai plus le prénom de la personne qui posait cette question-là, parce qu'il y a pas mal de questions. Mais en tout cas, sur comment on la met en place dans une entreprise de moins de 10 salariés, je pense que le premier enjeu, c'est déjà de peut-être partager dans l'entreprise collectivement, un dirigeant avec l'ensemble de l'équipe, ce qu'on met dans la QVCT finalement, qu'est-ce que ça recouvre. Et là-dessus, ça peut faire le lien aussi à une autre question qui a été posée, vous pouvez faire le lien avec le référentiel. Il nous semble que le référentiel, on l'a fait aussi pour vous donner des repères sur ce qu'on pouvait mettre dans la QVCT. Le DQS est en plus tourné derrière vers l'action et vous donne des billes pour agir, mais il me semble que déjà partager ce qu'on met dans la QVCT et ensuite collectivement, sans forcément penser copile, comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où il y a une volonté conjointe du dirigeant et des salariés et une envie collective d'avancer, de se dire quels sont les sujets finalement, qui sont les sujets qu'on a envie de traiter, qui sont les irritants, ce qui nous pose problème et qu'on veut améliorer. Et on l'a vu, je donnais quelques exemples tout à l'heure d'une PME, on a parfois des choses qui paraissent pas grand-chose de l'extérieur en termes d'amélioration, mais pour l'entreprise, c'est beaucoup. Et en plus, ce qui est intéressant et important, c'est qu'au-delà de l'action elle-même, c'est ce qu'elle crée en termes de qualité des relations. Comment on apprend à travailler ensemble et y compris à se faire confiance et à produire des améliorations dans l'entreprise autrement. Donc je vous invite, une fois que le cadre a été imposé, que l'engagement des acteurs est à peu près posé, de se lancer pour le coup et d'essayer, comme un certain nombre d'entreprises ont pu le faire aussi, y compris à travers à la suite de formations qu'on peut dispenser, qui est sur la QVCT, qui est très opérationnelle et qui permet de tester via la mise en situation ce que peut être une démarche QVCT. On a quelques exemples effectivement d'entreprises qui ont pu avancer. Et la deuxième question, c'est sur le côté obligatoire. Alors la démarche QVCT, elle est dans le Code du travail et la négociation autour de la QVCT, ça fait partie, c'est l'une des trois obligations, négociations obligatoires annuelles. Donc effectivement, il y a, lorsque effectivement les conditions sont réunies pour négocier, mais c'est vrai pour les autres objets de négociation ou sujets de négociation, ça fait partie effectivement des négociations obligatoires dont doivent s'emparer à la fois la direction et les représentants du personnel, notamment selon les modalités dont parlait Damien, c'est-à-dire qu'un accord sur le fond, mais aussi commencer par un accord de méthode qui, à un moment donné, permet aussi de travailler ou de structurer la manière dont on va construire et mettre en place la démarche QVCT. Voilà, il me semble que... Alors peut-être Elisabeth, une dernière question, mais je crois qu'on arrive à la fin. Juste quelques instants, Jean-Claude H. qui nous parle d'une structure multisite avec des équipes de 4-5 personnes par site et avec une direction qui aurait plutôt la volonté de faire tourner les agents d'un site à l'autre et ce qui produirait de la crispation d'un point de vue des salariés.
Alors, et il demande comment aborder cette question-là. Moi, il me semble qu'il faudrait aller voir du côté du travail et de ses conditions de réalisation, parce que si les personnes se crispent, peut-être que ça met en jeu des choses qui sont du registre de l'équilibre vie pro-vie perso, des choses qui sont du registre de l'expérience et de la capacité à assurer la mission. Qui pourraient bouger si on bougeait de site. Alors évidemment, je n'ai pas les éléments de contenu, mais il s'agit bien d'aller comprendre pourquoi les personnes sont en situation de crispation par rapport à ça, parce qu'il est fort probable que d'un point de vue du travail, de son contenu et de l'efficacité des missions, ça mette en jeu des choses et que ça puisse mettre en péril un certain nombre d'éléments. Voilà. Et peut-être qu'un espace de discussion, un ou plusieurs d'ailleurs, hein, avec des questions à préciser, etc., pourrait être un moyen d'aborder ce sujet-là. Merci Elisabeth. Alors, Greg reposait une question sur ce que tu évoquais, Damien, et ce qu'on va vous proposer en fait, un accompagnement autour de l'expérimentation de ce qu'on travaille autour des outils d'évaluation. Là, si vous êtes intéressé, puisque c'est le cas, vous pouvez directement vous adresser à l'ANACT ou à l'ARACT Auvergne-Rhône-Alpes en citant nos deux noms, et on arrivera de toute façon à se croiser, et effectivement, ce sera avec plaisir de vous faire participer à ce dispositif si effectivement vous pouvez y participer dans les délais qu'on partagera ultérieurement. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Peut-être pour conclure, vous parlez des prochains rendez-vous en ligne. Donc il y a le second rendez-vous qu'on a évoqué à plusieurs reprises, tous les trois, qui aura lieu le 11 juin, de cette mini-série, en tout cas en deux épisodes. Donc la suite le 11 juin avec des acteurs qui ont expérimenté, et vous aurez un lien direct avec eux, de deux entreprises, vous verrez dans des configurations différentes, donc très, très riches sur la diversité des situations qui pourront être partagées. Toutes les webconférences de la SQVT 2025 aussi, dans les prochaines échéances, ça approche, c'est du 16 au 20 juin. Donc là, à travers nos médias et le site web en particulier, vous aurez tous les éléments d'information sur ce qui est en train de se préparer pour le mois de juin. Ce replay sera disponible dans l'après-midi, comme habituellement. Et peut-être aussi dans les présentations au-delà du DQS, c'est aussi, vous avez accès à l'ensemble de l'offre de formation autour de la charge de travail, autour de la QVCT. Donc là aussi, vous avez une page dédiée, donc n'hésitez pas à aller sur le site pour trouver les informations, les dates et vous inscrire. Voilà, donc merci encore d'avoir suivi ce webinaire. On a un petit peu prolongé. Merci beaucoup à Elisabeth et Damien, à distance, mais on l'a réussi. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette présentation. Et au plaisir et à très bientôt. Un plaisir en tout cas, on espère vous revoir le 11 en direct ou en replay dans tous les cas. À très bientôt à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée. Merci, au revoir.